bonjour à tous. Je suis très heureux de présenter ce panel sur les réenchantements critiques de l'histoire. On va commencer en écoutant, en plus c'est simple parce que les deux conférencières ont déjà été là, donc ça va être plus rapide pour moi de les présenter. Donc tout d'abord on va écouter Marion Labouret, qui est docteur depuis 2018, une thèse qu'elle a soutenue à l'université, enfin à Sorbonne Université, et qui portait sur les écritures de l'histoire dans les récits magico-réalistes des Amériques. Elle enseigne cette année à l'université de Tours, où elle est à TER, et je vais lui céder tout de suite la parole pour une communication qui a pour titre « Émerveillement et écriture de l'histoire, le romanesque comme contre-discours dans les fictions magico-réalistes caribéennes ». Merci beaucoup et merci donc aux deux organisatrices de m'avoir permis de parler aujourd'hui dans ce très beau colloque. Alors, je souhaite m'intéresser aujourd'hui à l'une des pratiques romanesques caractéristiques des récits magico-réalistes de la Caraïbe francophone depuis plusieurs décennies. Et il s'agit pour moi d'étudier dans un corpus, disons, un peu étendu, composé des 3 romans guadeloupéens que sont Pluie et vent sur Tellum et Miracle de Simone Schwarzbart de 1972, Moi Tituba sorcière de Maryse Condé de 1986 et Sans vie et des poussières de Gisèle Pineau de 2012, donc d'étudier un romanesque que le réalisme magique rend ambivalent, qui se fonde sur un émerveillement pour mieux révéler le passé oblitéré, selon Édouard Glissant, des populations anciennement colonisées et donc dominées de la Caraïbe. Les 3 œuvres s'inscrivent dans la continuité d'œuvres antérieures, dans une littérature caractérisée par ce que l'on pourrait nommer une confiance dans le romanesque, au sens générique, puisque le roman connaît un nouvel élan au début des années 1970, et comme catégorie esthétique, puisque les pratiques romanesques antillaises associent dès les années 1950 l'efficacité esthétique à une efficacité politique. Elles ne cessent de se diversifier et s'approfondir pour servir la problématisation de l'identité caribéenne. Les œuvres romanesques semblent avoir régulièrement pour but ce qu'on pourrait nommer la saveur, celle du langage lui-même et à travers lui celle du réel, souvent amère quand les interrogations identitaires impliquent une exploration des voies du passé. En effet, le romanesque antillais a été dans la seconde moitié du XXe siècle, de manière sans cesse réaffirmée, un lieu de révélation des incomplétudes du discours historique colonial et dominant, et donc de correction de celui-ci. Il a donc joué un rôle dans l'élaboration des contre-récits historiques, destinés à résoudre la crispation du temps qu'Édouard Glissant considère comme caractéristique des cultures américaines dominées et qui, dans cette perspective, font irruption, à tout moment, dans la modernité. C'est donc le travail sur l'efficacité à la fois esthétique et politique, ininterrompu depuis des décennies, qui fait des œuvres antillaises des œuvres contemporaines. Le réalisme magique, utilisé par Simone Schwarzbart, Condé et Pineau, qui apparaît en 1949 sous la plume de l'auteur cubain Alejo Carpentier, confère au récit l'ambivalence que je viens de décrire. Les manifestations du surnaturel qui le caractérisent lui confèrent une force d'enchantement, mais il possède également un fondement anthropologique. Les récits magico-réalistes sont construits à partir de la vision du monde des populations de la Caraïbe, que l'on peut qualifier de dominées, qui considèrent que le réel recèle une part de surnaturel. Ils se donnent pour but la représentation du passé de ces populations dans une perspective politique et éthique. Dans la définition par Carpentier du réalisme magique, dans le prologue au roman Le royaume de ce monde, la confrontation avec le surnaturel entraîne un émerveillement positif lié à une foi, qui est tout à la fois contemplation sereine de certains aspects inconnus du continent américain et de son passé tout juste révélé, et donc confiance dans le pouvoir du romanesque, ce qui doit donner lieu à une réévaluation par le lecteur de sa présence au monde. Cependant, dans le roman lui-même, Carpentier met également l'accent sur un défi à l'entendement, caractéristique de l'émerveillement, pour donner au romanesque une dimension éthique particulière. Celui-ci permet de mettre en valeur la violence concrète et épistémique qui découle des rapports entre dominants et dominés sur le continent américain et implique un positionnement face au passé et au discours dominant sur celui-ci, et donc plus largement sur l'identité des populations dominées. Les 3 récits qui m'intéressent s'inscrivent dans la continuité de celui de Carpentier, mais infléchissent cette pratique romanesque de l'émerveillement et contribuent donc à la réflexion sur les nouvelles formes d'expression de l'identité qui se développent à partir des années 1970, notamment en mettant en avant des figures de femmes. Pluie et vent sur Tellum et Miracle de Simone Schwarzbart et Moi Tituba sorcière noire de Salem de Condé sont 2 récits pseudo-autobiographiques. Tellumé est principalement élevé au début du XXe siècle par sa grand-mère dans le village pauvre et mystérieux de Fonzombie.
Elle est initiée au pouvoir des plantes et au surnaturel, et en prenant conscience d'être la descendante d'esclaves, mais aussi d'une lignée de femmes noires exploitées, elle lutte pour trouver sa place dans le monde et comprendre l'identité de sa communauté. Tituba est la fille d'une esclave noire de la Barbade, à qui la vieille Manyaya a enseigné la sorcellerie. Son parcours qui l'amène jusqu'à Salem, où elle est condamnée pendant les procès pour sorcellerie de 1692, avant de la ramener dans sa Barbade natale, est une quête identitaire. À travers les interrogations de Tituba sur son statut d'esclave et de sorcière, apparaît une réflexion sur l'identité caribéenne, fondée sur la reconstitution de la vie d'une esclave presque invisible dans les archives officielles. Au cœur de 100 vies et des poussières de Gisèle Pineau se trouve le regard porté par Sharon sur le quotidien difficile de sa famille dans le ghetto de la Ravine Claire. Lors de la 8e grossesse de sa mère, elle se rapproche de sa grand-mère, Isora. Alors qu'elle doute de la possibilité d'être en contact avec l'au-delà que celle-ci veut lui transmettre, le récit joue à créer des liens entre le passé douloureux de la Guadeloupe, rappelé par les interventions de l'esprit de l'esclave marronne Théophée, et la situation de la famille de Sharon au début du XXIe siècle. Je me propose de voir quelles sont les formes de l'émerveillement dans ces 3 romans, et dans quelle mesure il y est utilisé dans une perspective de contre-discours. Le romanesque de l'émerveillement entraîne en effet une révélation du passé des populations dominées de la Caraïbe, qui est une opposition au discours historique dominant, mais il est également à l'origine d'un phénomène complexe d'implication du lecteur qui pousse celui-ci, placé entre ravissement et inconfort, à réévaluer son rapport au passé. Donc, les romans antillais de la seconde moitié du XXe siècle sont souvent perçus de manière assez vague, et surtout depuis la métropole, comme le lieu d'expression d'un romanesque de l'émerveillement strictement positif. Dans leur perspective de définition de l'identité antillaise, les auteurs mettent en valeur des éléments culturels concrets, dont la dénomination peut paraître opaque et donc mystérieuse, et dont la description peut être dépaysante pour un lecteur extérieur à la zone caribéenne. La présence de la magie et du surnaturel alimente donc un exotisme, selon moi un peu rudimentaire, que la diffusion des textes magico-réalistes caribéens à un public vaste rend inévitable, d'autant plus que les romans magico-réalistes ont souvent été présentés par les maisons d'édition depuis leur promotion lors du boom latino-américain comme suscitant cet émerveillement qu'il est important de mieux définir. Donc, le romanesque de l'émerveillement que l'on trouve dans nos 3 romans ne provient pas seulement de leur décalage avec l'horizon d'attente d'une partie importante des lecteurs. Il ne naît pas uniquement de la présentation dans la fiction de phénomènes incroyables qui provoquent une sortie du quotidien. Dans les 3 récits, l'émerveillement est tel qu'il est défini par Marie-Hélène Boblet. Il provient surtout de la représentation de personnages dans un rapport particulier au monde qui les entoure. Le fait que l'univers soit construit à partir du point de vue de personnages de populations dominées de la Caraïbe n'implique pas qu'ils perçoivent le surnaturel sans être déroutés. Celui-ci est envisageable pour les personnages qui considèrent qu'il fait partie du réel, mais sa manifestation implique un ébranlement d'autant plus marqué que les récits se construisent à partir de la perception de personnages en apprentissage, qui en découvrent les formes et la puissance, parfois avec difficulté. C'est le cas pour Sharon dans 100 vies et des poussières, qui ne parvient pas à voir les invisibles comme sa grand-mère Isora, mais qui lutte contre ce que celle-ci appelle de la fainéantise. L'enfant suit les recommandations de sa grand-mère, afin d'avoir un jour la même lucidité qu'elle sur le monde qui l'entoure. Et c'est bien cette lucidité qui caractérise le romanesque de l'émerveillement que l'on trouve dans nos 3 récits. La présence du surnaturel provoque un plaisir de l'aventure et un plaisir poétique qui implique que le personnage et avec lui le lecteur voient avec clarté et justesse le réel qui l'entoure et a confiance en ses potentialités. Cependant, dans nos 3 romans, l'émerveillement n'a pas toujours une orientation pleinement heureuse. Pour la jeune Télumé de Pluie et Vent sur Télumé Miracle, la promesse même du surnaturel que représente le fait de se diriger avec sa grand-mère Toussine, être pour elle mythique, habitant ailleurs que sur Terre, entrée dans la légende, grâce à ses dons, vers le mystérieux village de Fonzombie, implique un ravissement qui ne fait que se renforcer lorsqu'elle voit son nouveau lieu de vie pour la première fois. Nous avancions silencieuses, à petits pas, grand-mère pour ménager son souffle et moi pour ne pas rompre l'émerveillement. Et soudain ce fut l'autre bord, la région de Fonzombie qui déferlait devant mes yeux dans une lointaine éclaircie fantastique. Cet émerveillement positif caractérise la plus grande part de l'existence de Télumé, et lorsqu'elle est en pleine maîtrise de ses pouvoirs dans sa vieillesse, ses contacts avec le surnaturel l'amènent à se réjouir de manière incessante du monde qui l'entoure avec une lucidité sur celui-ci, qui lui permet de savoir qu'elle est à sa place sur ses 2 pieds. En revanche, dans le roman de Gisèle Pineau, la promesse de voir un jour les invisibles suscite plutôt l'effroi chez Sharon, de même que les histoires zombiesques que lui raconte Mona, sa grande sœur, la terrifient. La sensation de la présence des invisibles autour d'elle provoque en même temps que de la curiosité des sensations physiques plutôt négatives.
Elle sent ses mâchoires se crisper et ses dents se serrer sans qu'elle puisse rien maîtriser. Sharon devient peu à peu lucide, commence à percevoir les potentialités du monde qui l'entoure par d'autres sens que sa vue, mais au contraire de ce que l'on voyait chez Schwarzbart, l'émerveillement n'est pas systématiquement lié à la joie, terme régulièrement employé par Schwarzbart. La confrontation avec le surnaturel est donc une sorte d'aventure à dimension souvent poétique, par laquelle le personnage prend conscience de la profondeur du monde et éprouve une forme de confiance liée à un émerveillement qui peut être aussi bien du côté du ravissement que de celui de l'effroi. Le romanesque fondé sur le réalisme magique implique un plaisir ambivalent du personnage, qui est également ambivalent chez le lecteur, notamment parce qu'il est le lieu de révélation du passé violent des populations dominées de la Caraïbe. Et un tel mécanisme de révélation contribue à la dimension de contre-récit des 3 romans. Le surnaturel et l'émerveillement qu'il suscite permettent d'abord de mettre l'accent sur certains éléments du quotidien des populations martiniquaises, d'un passé récent ou d'une époque presque contemporaine du lecteur. Dans Pluévent sur Tellum et Miracle, la confrontation des personnages au surnaturel permet de mettre en valeur avec vivacité les difficultés sociales des lieux pauvres de la Martinique où vit successivement Tellumé au cours de sa vie. Lors d'une grève difficile des ouvriers à l'usine, Tellumé perd son second compagnon Amboise. Celui-ci la hante ensuite pendant plusieurs mois, aspirant ses forces vitales, telle une trace de la violence exercée par les patrons blancs sur les ouvriers noirs. Comme le retour d'Amboise, d'autres manifestations surnaturelles que Tellumé contemple révèlent des situations de misère. Il est question de trompes d'eau suivies d'un soleil rougeâtre qui détachait la peau par plaques, de la maladie qui se met à la bouche des animaux domestiques. Face à ces manifestations, Tellumé, comme les autres habitants, sont saisis et n'ont pas besoin d'interprétation. Le texte dit « ils se turent, éclairés ». 3 petits points. Le surnaturel les pousse à percevoir la situation sociale avec lucidité. Dans Sans vie et des poussières, un détournement de l'émerveillement permet d'aborder certains aspects de la vie dans le ghetto de la Ravine Claire, et notamment l'addiction de Mona, la sœur de Sharon. Droguée, Mona croit posséder une vision claire du monde. Le faux émerveillement souligne la détresse de la jeune femme. Et c'est aussi l'émerveillement de Sharon face à la possibilité du surnaturel qui lui permet d'évoquer la situation de sa sœur, car le comportement de celle-ci la terrifie tout autant que celui des zombies auxquels elle la compare. Si le romanesque de l'émerveillement permet de mettre en valeur le quotidien des oubliés d'un passé récent, voire très récent, il permet aussi de révéler un passé plus ancien de la Caraïbe en évoquant des traces physiques ou mémorielles au cœur du récit. Assise le soir dans son jardin, la vieille Tellumé songe aux vivants en allée, dont elle voit la trace dans le paysage. Alors que le soir descend, il s'agit des gens qu'elle a connus, du timbre de leur voix, des nuances diverses de leur vie. Plus il fait noir et plus Tellumé s'enfonce dans les ténèbres du passé et repère le visage de son ancêtre parmi les visages du marché aux esclaves qui surgissent à la lumière de la lanterne, je cite, achetés, saignants, écartelés, seuls, révélant la violence de l'esclavage. Ce que Tellumé appelle ses pensées, ses rêveries d'anciennes, rêveries actives, esquisse un lien entre les différentes générations de Martiniquais. L'injustice a touché les esclaves et a perduré jusqu'à faire souffrir ou mourir silencieusement des générations entières, même après qu'ils soient finis, oubliés. Le soi est bien dans le texte. La rêverie de Tellumé suggère au lecteur le passé historique plus qu'il ne le montre, mais en même temps que sa présence s'impose, qu'il apparaît comme un élément essentiel de la construction de l'identité dans le glissement du « il » pour décrire les en allées à un « nous », il est lié chez Tellumé à un émerveillement plutôt positif. Le contre-récit historique que l'on trouve dans Pluie et vent sur Tellum et Miracle nourrit une définition sereine de l'identité dans le présent et pour l'avenir. Nous avons lutté pour naître, et nous avons lutté pour renaître, et nous avons appelé résolu le plus bel arbre de nos forêts, le plus solide, le plus recherché, et celui qu'on abat le plus. Dans Sans vie et des poussières, si certaines traces concrètes de l'esclavage apparaissent, comme les ossements des esclaves retrouvés sous la chambre de Sharon, ils ne prennent sens que par des récits qui constituent des traces mémorielles orales. Comme c'est régulièrement le cas dans les sociétés caribéennes traditionnelles, les femmes sont dépositaires de la mémoire, en même temps qu'elles sont en mesure de communiquer avec les invisibles de l'au-delà. Elles peuvent évoquer le passé non pas seulement parce qu'on le leur a transmis, mais aussi parce qu'elles ont vu, comme c'est le cas pour Marga d'Épigne, confrontée dès son jeune âge aux esprits d'esclaves marrons qui hantent la Ravine Claire. Marga d'Épigne recrée par son récit une forme d'émerveillement qui permet la révélation du passé de manière vivante, ménageant des pauses pour orienter la réaction de son auditoire, comme si elle était elle-même saisie par son récit évocateur. Si le lecteur s'étonne et se trouve initié par le conte, comme les auditeurs de Marga d'Épigne, son émerveillement lui permet une plus grande lucidité que ces derniers, car d'autres traces du passé, directes celles-ci, lui apparaissent, comme les mots de l'esclave Théophée qui veille sur la famille de Sharon depuis l'au-delà. Je l'ai regardé s'agiter,
Je me demandais parfois s'il pensait à ceux qui les avaient précédés sur cette terre, s'il songeait à tous ceux qui avaient autrefois péri à la ravine claire. Ainsi se créent des liens qui avaient été oubliés entre les esclaves marrons et les habitants de la ravine claire dans les premières années du XXIe siècle. À travers le romanesque de l'émerveillement nourri par des éléments oraux, le roman de Pinault invite à conserver la mémoire du passé, qui même morcelée est essentielle dans la compréhension de la situation présente et de l'identité. Chez Condé, en revanche, le récit entier est une révélation d'éléments occultés dans les archives officielles des procès pour sorcellerie, découlant d'une confrontation saisissante de l'auteur avec l'esprit de Tituba, qui lui fait de son existence un récit post-mortem. Une confrontation qui devient celle du lecteur avec la voix de la sorcière. Mais le romanesque de l'émerveillement ne contribue pas à la dimension de contre-récit historique de moi Tituba qu'en révélant le passé d'une esclave noire qui aurait pu tomber définitivement dans l'oubli. À chaque fois que Tituba utilise ses pouvoirs ou discute avec les esprits, elle se questionne sur son statut de sorcière. Elle considère ses pouvoirs avec autant de plaisir que de réticence, et en se questionnant sur son identité, elle déconstruit implicitement le discours que les dominants portent sur elle, qui est pour eux l'autre problématique, esclave, maléfique. Dans les trois romans, le romanesque de l'émerveillement, parce qu'il se fonde sur le point de vue des populations dominées de la Caraïbe, sert à la révélation de leur passé souvent oblitéré selon une dimension postcoloniale. L'émerveillement contribue au contre-récit historique et sert donc une réflexion sur l'identité des populations caribéennes. Ce romanesque de l'émerveillement n'est donc pas sans susciter un inconfort qui confère au roman une dimension d'étrangeté, fréquente selon Yves Clabaron dans les littératures postcoloniales. En construisant un équilibre entre ravissement et effroi, les romans construisent également un équilibre particulier entre sentiment d'inclusion et déstabilisation, entre familiarité et étrangeté. L'émerveillement lié au surnaturel, même s'il n'est pas complètement inattendu pour le lecteur, entre en contradiction avec son horizon d'attente, ce qui donne effectivement au récit cette force d'irruption, caractéristique de la modernité pour glissant. Le romanesque de l'émerveillement donne lieu à un phénomène d'intrusion car il met les textes en confrontation directe avec l'imaginaire, les structures de pensée du lecteur souvent occidentales. Si le traitement de l'émerveillement à partir du point de vue d'un personnage dans une situation d'apprentissage crée certes une dimension de familiarité pour le lecteur, il ne l'invite pas à entrer pleinement dans l'univers romanesque, notamment parce qu'il le confronte aussi régulièrement à la violence historique, d'une part, et à la construction d'une identité exprimée dans un « nous » qui ne l'inclut pas. Et même si l'on prend en compte la possibilité d'une disjonction essentielle au texte, qui s'adresse aussi à des lecteurs de la Caraïbe, le romanesque de l'émerveillement les met également dans un état d'inconfort en abordant certains traumatismes historiques. Un tel inconfort, qui peut sembler paradoxal dans le cas d'un romanesque de l'émerveillement, souligne la dimension éthique des récits et renforce donc leur dimension de contre-discours en impliquant le lecteur de manière toute particulière. L'oralité complète avec profit l'utilisation du point de vue des personnages initiés au surnaturel. Les récits merveilleux de Toussine et de Mancia dans Pluie et vent sur Télumé Miracle, et ceux de Marga d'Épine et d'Isora dans Sans vie et des poussières, captivent Télumé, Charonne et d'autres enfants, et suscitent leur émerveillement en étant un contact médiatisé à la fois avec le surnaturel et avec le passé. La représentation de telles scènes de transmission alimente le romanesque et comporte une dimension d'inclusion. Les éléments traditionnels et historiques présents dans ces récits sont des codes directement inclusifs pour ceux qui les connaissent et suscitent un mouvement de déchiffrement de la part du lecteur occidental, qui, parce qu'il est d'autant plus saisi, s'implique et se trouve d'autant plus confronté à la violence historique révélée. Le fait que le récit fait par Tituba post-mortem, qui correspond à la chanson de Tituba, contant la vie de la sorcière et transmise sur l'île de la Barbade après sa mort, soit un récit susceptible d'être transmis, renforce encore la position d'auditeur du lecteur, qui peut devenir dépositaire d'une mémoire sur laquelle se fonde le contre-récit historique. Un tel effet d'inclusion par l'émerveillement est pourtant nuancé par d'autres éléments. Le romanesque de l'émerveillement est dans nos trois récits l'objet d'une construction plus complexe que dans ses premières formes du milieu du siècle, une inflexion qui participe de l'épanouissement du romanesque à partir des années 1970. On y trouve un traitement plus intime du rapport au surnaturel qui permet d'abord de complexifier la représentation du passé en se focalisant sur des cas circonscrits et de plus en plus régulièrement des figures féminines, largement laissées à l'écart de l'histoire coloniale. Cela implique ensuite une représentation du passé empruntant également des détours en fonction des diverses confrontations de figures isolées avec le surnaturel, alors qu'elle prenait très régulièrement une dimension collective dans les premières formes du romanesque de l'émerveillement. Les moments de révélation du passé ou de ses conséquences surgissent aléatoirement dans Pluie et vent sur Télumé Miracle,
Est-elle la folie de Télumé qu'elle-même vit comme une échappée hors du monde réel et qui doit être vue comme une sorte d'héritage psychologique de l'esclavage et nécessite parfois un déchiffrement? Dans Sans billet des poussières, le romanesque est l'objet d'un jeu, car Charonne ne s'émerveille que de la promesse du surnaturel et doute parfois de ses manifestations, auxquelles assiste pourtant le lecteur qui est mis en contact avec les paroles de l'esprit de Théophée. Celles-ci sont d'abord très mystérieuses, car elles apparaissent dans le texte sans aucune explication et doivent également être l'objet d'un déchiffrement de la part du lecteur. Et si Maryse Condé croit quant à elle au pouvoir du romanesque, si elle considère que l'émerveillement suscité par le réalisme magique est pertinent pour aborder l'identité caribéenne et y confronter le lecteur, elle regrette à la fin des années 1980 qu'il soit devenu trop systématique et qu'il finisse par faire partie de l'horizon d'attente du lecteur occidental. Dans Moi Tituba, si l'émerveillement est présent, il ne vient pas seulement de l'expérience que le personnage fait de ses pouvoirs, mais régulièrement aussi de certaines subversions construites pour étonner. Le surnaturel est associé par exemple à des éléments considérés comme caractéristiques d'un romanesque traditionnel, tels que les aventures ou les histoires d'amour. Tituba, dans l'apprentissage de ses pouvoirs, les utilise régulièrement pour affronter certaines difficultés ou pour donner à certaines de ses relations amoureuses l'intensité qu'elle souhaite, toujours sans succès. Cette subversion dans le même temps du romanesque de l'émerveillement et d'éléments romanesques traditionnels constitue un jeu d'hybridation fréquent dans les littératures postcoloniales depuis la fin du XXe siècle. Il est, selon Yves Clavaron, un des mécanismes de production de l'étrangeté et contribue à déstabiliser le lecteur qui se trouve face à des éléments connus et pourtant différents, et permet de renouveler la réflexion sur l'identité caribéenne tout en maintenant son application. Tous ces mécanismes du romanesque de l'émerveillement entraînent à la fois un plaisir et un inconfort qui vient compléter et nuancer les mécanismes d'inclusion. Ces pratiques romanesques suscitant une forme de déchiffrement par le lecteur, en le plaçant de manière particulière face aux violences historiques, contribuent à la dimension de contre-discours des romans, peut-être en permettant de dépasser la dimension d'opposition, ce contre, du contre-discours. Dans les romans antillais, le romanesque de l'émerveillement pousse le lecteur occidental à réévaluer son rapport au réel, et plus précisément au passé historique, mais il le confronte aussi de manière étonnante à un nous, à l'affirmation d'une identité qui n'est pourtant pas la sienne. Peut-être pourrait-on voir dans cet effet ambivalent d'inclusion et de maintien à distance une force politique du romanesque, qui possède une dimension de contre-discours en mettant le lecteur face au passé colonial, mais aussi en ayant une capacité de rassemblement, car il permet de compléter le récit historique dominant et donc de redessiner, en évitant absolument tout oubli, les contours de l'histoire que dominants et populations dominées ont finalement en commun. Donc, le romanesque des fictions magico-réalistes caribéennes de la fin du XXe siècle et du début du XXIe siècle s'inscrit dans la continuité du romanesque dont Carpentier proposait la définition au milieu du XXe siècle. Il se fonde sur l'émerveillement pour révéler le passé des populations dominées de la Caraïbe et créer un contrepoint aux discours historiques et culturels occidentaux et dominants. Cependant, il renouvelle aussi ce romanesque de l'émerveillement plus ancien par un nouveau travail sur la subjectivité, par une utilisation des formes orales, par des phénomènes d'hybridation qui permettent une représentation plus approfondie et nuancée du passé et qui impliquent plus fermement le lecteur dans son déchiffrement. Il semble que ce nouveau romanesque ne soit pas le lieu d'une simple opposition au discours dominant, mais qu'il propose aussi de nouveaux équilibres, de nouvelles définitions de l'identité, de nouvelles façons de regarder le monde. Merci beaucoup Marion pour ce très bel exposé, très dense et très, très complet. Donc on va procéder comme depuis le début et situer le débat plutôt à la fin du panel. Et donc je présente tout de suite Anne-Sophie Donariex, qui est connue de tout le monde puisqu'elle co-organise ce colloque, qui fait en ce moment une thèse dont la soutenance est prévue le 7 octobre 2019 à Regensburg, donc une thèse qui porte sur le motif du surnaturel dans le roman français contemporain, à partir d'un corpus d'auteurs réunissant Alain Fleischer, Marie Ndiaye, Sylvie Germain, Christian Gersin et Antoine Volodine. Une thèse qui est réalisée en co-tutelle entre l'Université Paris-Nanterre et l'Université de Regensburg. Elle occupe en ce moment un poste d'enseignant-chercheur en littérature et culture française à Regensburg. Et je lui cède immédiatement la parole pour une communication qui s'intitule « Romanesque des mots, l'histoire entre brisure et mythe ».
Oui, merci. Je profite juste du temps imparti à la technique pour changer un tout petit peu le titre. Il faudrait déjà rajouter un point d'interrogation après romanesque des mots. Et en fait, c'est le seul grand changement que j'ai fait, mais on pourra éventuellement le commenter. Pour le micro, ça va? Oui, parfait. Donc, j'attends encore un tout petit peu. Rapprochez le micro quand même? C'est mieux? Bien. Nous avons largement eu l'occasion au cours de ces dernières communications de revenir sur les catégories du répertoire romanesque, paroxysme des affects, régime hyperbolique, saturation événementielle. Je ne vais donc pas prendre la peine de m'y attarder trop. Je voudrais en revanche explorer l'hypothèse d'un autre versant du romanesque qui prendrait corps moins dans l'intrigue diégétique donc que dans la langue de l'écriture, c'est-à-dire dans le matériau discursif, dans la chair des mots, le souffle qui alimente la tension narrative. Ce romanesque-là serait peut-être un romanesque des mots qui déplacerait au cœur du langage les caractéristiques de l'imaginaire et de la matière romanesque et insufflerait notamment un régime d'exacerbation par le caractère exalté, parfois lyrique ou encore performatif de l'écriture. L'élan de la phrase y deviendrait un instrument de vitalité narrative et jouerait de la charge émotive véhiculée par le langage pour créer de nouveaux vecteurs thymiques, je reprends l'expression de Raphaël Baroni, en ce qu'il se révèle particulièrement apte à susciter les émotions chez le lecteur. L'enjeu du propos serait donc double. D'une part, il s'agirait de questionner le rapport de ce romanesque-là au romanesque de l'intrigue. De l'autre, d'interroger les enjeux de cet emballement dès lors qu'il se confronte à l'écriture problématique de l'histoire, et notamment du ou des traumatismes. Car depuis les années 50, on a en effet l'habitude de dire que la littérature s'est majoritairement tournée vers des pratiques scripturales du dégonflement, et au refus partiel de l'histoire comme objet romanesque correspondrait une certaine retombée de l'engouement pour la splendeur du verbe. L'écriture s'épuise, selon Dominique Rabaté, travaille le motif de sa fin et de son propre dénouement, selon Lionel Ruffel, innerve enfin un roman de l'entravement qui cherche à empêcher sa langue comme pour mieux l'endeuiller. Selon Blanchot, encore, l'écriture du désastre, qu'il lie au motif génocidaire, est de nature atrophiée, fragmentaire. Elle pratique la déconstruction du sens et une forme de bégaiement de la voix pour approcher l'indicibilité du traumatisme. La lassitude des mots, disait Blanchot, c'est aussi le désir des mots espacés, rompus dans leur pouvoir qui est sens et dans leur composition qui est syntaxe ou continuité du système. Or, que penser justement d'écriture qui, aujourd'hui, se frotte à l'ineffable de l'histoire par le biais d'une langue exaltée, avide de raconter et de créer des univers fictionnels prolifiques. À rebours d'un régime fragmentaire, mais aussi des esthétiques qu'on dit minimalistes, ou d'un discours romanesque tourné plutôt vers l'infra, certains auteurs réinvestissent la langue avec une majestuosité poétique, renouant parfois même avec des pratiques qu'on pourrait dire anachroniques, celle de l'histoire dictée par les muses d'Homère à Virgile, celle aussi du verbe enchanteur des romantiques et des surréalistes. Que traduit alors ce phénomène ? S'agit-il de sublimer le discours historique et de réécrire l'histoire à l'aune du mythe pour lui redonner du sens, ou bien de faire du langage un lieu de refuge hors du régime historique condamné depuis Adorno, on le sait, à l'empêchement lyrique ? Le souffle romanesque vient-il déjouer la fragmentarité du discours en réactivant une langue envoûtante, fondatrice, ou bien montrer précisément l'impossibilité ou la difficulté d'une telle entreprise, voire les dangers éthiques qu'il y aurait à magnifier ainsi les désastres du passé. Il me semble que c'est dans l'entre-deux de ces postures que se négocie la vitalité romanesque de certaines écritures contemporaines, dont j'aimerais présenter ici 3 exemples, Alma Zara d'Alain Fleischer, À la table des hommes de Sylvie Germain, et Frères sorcières d'Antoine Volodine. Ces 3 textes me paraissent symptomatiques des différents enjeux et fonctions dévolues au langage dans son rapport à l'histoire, et que l'on pourrait regrouper autour de 3 schèmes esthétiques, un romanesque de compensation, un romanesque de consolation et un romanesque de dissolution. Alors, ces 3 schèmes sont posés avec d'assez gros sabots, j'en conviens, on pourra être amené éventuellement à les commenter, voire à les récuser si l'occasion se présente. Je commence donc par Alain Fleischer. Publié en 2015, le roman Alma Zara relie intimement l'écriture de l'histoire au matériau langagier du livre. Pour résumer ce long roman, on pourrait dire qu'il s'agit d'une histoire plurielle de la perte.
Le jeune héros et narrateur, Damian, a survécu au génocide de la Seconde Guerre mondiale et trouve refuge dans un orphelinat en Transylvanie, où il apprend le français et tombe amoureux d'une jeune femme juive, Alma, qui ne cessera dès lors d'apparaître et de disparaître au cours de sa vie, et dont on apprendra à la fin du livre, je suis désolée d'en sabrer violemment tout le suspense, qu'elle a en fait trouvé la mort dans le camp de Térésine et que ces apparitions surnaturelles ne sont en fait que les fantasmes, les figurations fantasmées d'un amour depuis longtemps perdu, anéanti par ce que Fleischer nomme à la suite de Pérec la hache de l'histoire. Malgré cette trame du deuil, le roman se refuse pourtant à toute entreprise de réduction narrative, et c'est au contraire son ampleur qui frappe. Nous avons eu l'occasion d'en parler déjà un peu hier, par sa taille déjà, qui rassemble quelques 500 pages, mais aussi par son emballement discursif. Rompant avec le paradigme fragmentaire qu'on retrouvait chez des auteurs post-génocidaires, Primo Levi, Pérec, Modiano ou encore Wachsmann, Fleischer pratique une écriture tout en puissance et en énergie. Les phrases se délient, bousculent les mots, s'étendent sur des pages entières, comme pour maintenir le lecteur en haleine, utilisant la langue comme combustible d'un brasier gigantesque qui ferait brûler les mots, fondre l'histoire, refondre aussi son sens, c'est-à-dire réécrire le sens en compensant la perte par une écriture tournée résolument vers la présence. Plusieurs procédés concourent à cette visée, je n'en mentionnerai que quelques-uns. On pourrait parler du schème abécédaire qui traverse notamment tout le roman et le structure de A à Z, comme l'indique le titre, donnant au texte les allures d'une encyclopédie foisonnante. Almazara est en effet divisé en 26 chapitres qui correspondent bien sûr aux 26 lettres de l'alphabet, mais aussi aux 26 apparitions d'Alma, dont le prénom change au gré des lettres mises à l'honneur par chacun des chapitres. Digne d'une bibliothèque borgésienne, l'alphabet, et le livre avec lui, fonctionne donc comme un instrument maximaliste. Il vient combler le silence du deuil par une manifestation absolue du langage. Plutôt que vers la réduction, c'est donc autour d'un principe de démultiplication que s'organise le roman, celle du personnage d'Alma en 26 avatars, celle du roman en gigantesque dictionnaire, celle encore de l'intrigue qui s'enrichit à chaque chapitre d'une nouvelle histoire et se développe finalement sur un modèle narratif qu'on pourrait dire rhizomique. Déployer, décliner, faire tournoyer les lettres comme les fictions serait alors aussi une manière de contrebalancer le monolithisme d'une histoire déjà écrite, fatale, d'un silence imposé aux mots par le désastre, de faire dévier le sens de l'histoire en travaillant la matière organique du langage, l'ouverture polysémique aussi des mots. Un autre procédé serait celui de la langue comme outil spectral. On parlait du caractère problématique de ce concept, mais il me paraît ici fondamental. Car derrière la langue virevoltante du texte, derrière cette langue aussi française, dont le jeune personnage fait l'apprentissage, se cache aussi une autre langue, plus douloureusement tue, celle du yiddish originel et familial, que le personnage est sommé d'oublier. La vitalité du souffle compenserait alors peut-être aussi de manière performative une autre forme d'absence, toute péréquienne celle-là, qui serait celle de la langue opprimée. Par l'écoulement le plus absolu des mots que représente justement le système alphabétique, le roman se fait jet de matière nominale continue pour réécrire l'histoire, annuler la perte de, je cite, cette langue proscrite, disparue dans le bourbier du nazisme, et que Fleischer n'évoque d'ailleurs qu'à demi-mot, par sa simple initiale, le Y, dans un retranchement de la langue où la lettre serait alors réduite à l'état de mot atrophié, amputé, empêché. La langue qu'on avait voulu me faire oublier, une langue de l'enfance, mais aussi une langue menacée de malheur, et une langue insuffisante à laquelle il fallait préférer une des grandes langues de la culture européenne. Cette langue parlée dans la maison de ma petite enfance, j'ai toujours évité de l'évoquer. Mais dans ce chapitre, donc l'avant-dernier, XYZ, l'avant-avant-dernier, où les mots avec un Y à l'initiale sont à l'honneur, aurait pu me permettre de la tirer de ce signe de l'inconnu, de la nommer, d'en rappeler le nom. Aurait pu, régime mélancolique du conditionnel passé, qui évoque ici une perte irréparable, celle de la langue familiale, celle des proches, celle d'Alma aussi, et que les ampleurs de l'écriture tentent finalement tant bien que mal de combler. C'est sans doute un semblable pouvoir de reconvocation, de réparation, de revanche sur l'histoire des êtres et sur l'histoire qui me motive dans l'écriture, affirmait d'ailleurs l'auteur. Entre enfermement dans le souvenir et tentative sans cesse renouvelée d'en dépasser la fatalité funeste, le roman travaille la hantise de l'histoire au corps à corps, c'est-à-dire aussi dans le corps des mots, pour insuffler au récit un élan de vie,
transgresser la mort qui rôde autour de l'histoire et transformer une écriture du creux en écriture du plein. Redonner finalement vie aux morts en redonnant chair au livre. Si le verbe romanesque fait donc acte de résistance dans Almazara, c'est sur un mode plus équivoque qu'il apparaît à mon sens dans À la table des hommes de Sylvie Germain, paru en 2016. Il ne s'agit plus tant de réécrire le cours de l'histoire que de guetter le sens, d'interroger, d'écrire au plus près du traumatisme, de lui offrir une nouvelle dissibilité et de penser les plaies d'une mémoire toujours en deuil, en renouvelant ses modes d'expression. Car c'est bien ce lien intime entre la parole littéraire et l'indicible de l'histoire que travaille sans relâche l'auteur. Citation de Céphalophore. Partout où l'histoire se prostitue au mal et humilie, torture et assassine, partout où l'histoire se vautre dans la haine, le mensonge et le crime, la parole poétique est saisie à la gorge, prise en otage, destituée de son souffle, bannie de la lumière, écrit-elle. Or, plutôt que de mettre en scène une écriture destituée de son souffle, le roman À la table des hommes tente précisément de le lui rendre et arpente alors le langage en quête de mots pour dire le deuil, pour apaiser, voire pour consoler. Cela explique sans doute que le roman se tourne souvent vers les rivages du mythe, comme s'il s'agissait, en replaçant les événements dans un temps fabuleux, transhistorique, je cite Eliade, de rendre intelligible ce qui par essence échappe à l'entendement, le mal métaphysique, la violence humaine. L'intrigue du livre se prête d'ailleurs bien à cette visée. On y lit le devenir humain d'un petit animal, sa découverte du monde, des hommes, de leur langage et de leur brutalité, jusqu'à cet attentat terroriste qui marque l'apogée tragique du roman. À travers ce récit initiatique, Sylvie Germain s'attelle à l'écriture d'une genèse chargée de replacer l'inimaginable dans un récit qui fait sens. Le texte d'ailleurs est chargé d'images archétypales, symboliques et matricielles, celle de la douceur maternelle, sur laquelle s'ouvre le texte avec, je cite, « ce corps de la mer, tout de roseur soyeuse et d'une splendide énormité, voluptueux de tiédeur ». Celle encore, l'image de l'animalité comme fantasme originaire d'une humanité encore vierge de toute barbarie. Celle aussi du jour naissant et encore pur, cette, je cite, « îlot doré qui luit au soleil du matin », dans la toute première phrase du texte, avant justement la nuit de l'irréparable, nuit du crime et du sang. Polarisées à l'extrême, ces images mythiques font du roman un espace de récupération, d'interrogation du sens. Or, le roman est aussi marqué par une sorte de défiance à l'égard des mots et questionne parfois la portée ambivalente du langage. Car s'il recèle de mots merveilleux, dont le protagoniste se délecte d'ailleurs dans les dictionnaires, il peut aussi se faire outil de discrimination, de violence et de haine, comme en témoignent ces insultes laissées par des fanatiques religieux sur le blog d'un journaliste et qui précipiteront le meurtre final. Le jeune Babel, d'ailleurs, le nom n'est évidemment pas choisi au hasard, préférera quitter la compagnie des humains à la fin du roman, écœuré par leurs crimes et par l'ineptie des mots, lui qui, je cite, « n'est plus avide de découvrir davantage le langage des hommes, n'est plus désireux de plaire à ses semblables, ceux qui sont prêts à tout, à commencer par tuer ». Comme par mimétisme alors, le roman quitte les rivages du lyrisme exalté et baroque des premiers livres, notamment le livre des Nuits ou Nuits d'ambre, pour se resserrer autour d'une écriture plus indécise, qui interroge et qui tâtonne, à la recherche du mot juste, ni trop haut ni trop fort. Elle écrivait dans la chanson des Mal-aimants « La sève, l'encre, un même sang obscur ». Sans disparaître totalement donc, le versant poétique du langage se fait plus discret, plus humble aussi. Il ne s'agit pas là de renouer avec une esthétique de l'empêchement, mais de choisir pour dire une mémoire qui se veut encore balbutiante, une langue mendiante, qui travaille aussi dans ses silences et dans son épure, je cite À la table des hommes, en soupirant tout bas, toujours tout bas, tout en douceur. Malgré ces élans mythiques, la langue du roman pratique alors un régime discursif où le verbe se murmure plus qu'il ne se clame, pour un lyrisme verbal intimiste plutôt qu'exubérant, particulièrement apte à accueillir le deuil. C'est par des moyens à la fois proches et des enjeux pourtant diamétralement opposés que le romanesque, des mots pourrait-on dire, épouse les formes traumatiques de l'histoire dans le dernier roman d'Antoine Volodine, Frères sorcières, qui est paru en janvier. Ce dernier opus est surprenant à plusieurs égards. D'une part, parce qu'on y quitte à première vue du moins les rivages politiques et communautaristes qui imprègnent le post-exotisme depuis sa naissance. C'est à peine d'ailleurs si le narrateur mentionne
au bout d'un chapitre, quelques slogans vaguement bolcheviques, mais on trouve assez peu d'allusions à des thèmes qui reviennent puissamment dans ses autres romans. Mais le roman surprend aussi d'autre part par l'ampleur du discours qui le porte, notamment dans cette puissante troisième partie, rassemblée autour d'une longue et unique phrase incantatoire qui épouse les pérégrinations dans l'espace noir d'une sorte de divinité bardique, omnipotente et terrifiante. Alors que l'univers volodynien n'a de cesse de mettre en scène son refus d'une littérature bien portante et altière, en témoignent les phrases systématiquement tronquées de port intérieur, ou alors ces figures de narrateurs loqueteux, les Untermenschen, Frères sorcières est sans contexte marqué, au contraire, donc, par une exaltation du pouvoir démiurgique des mots. Réactivant à plein ce que Cassirer nommait la dimension mythique du langage, le récit se déploie dans un tourbillon phrastique aux allures de transe chamanique. Cela pose éventuellement problème, car pourrait-on dire que cet embrassement discursif témoignerait de l'émancipation du roman, qui aurait fini par briser les chaînes oppressantes de l'histoire, aurait trouvé dans cette nouvelle cosmogonie lyrique une porte de sortie, victoire du verbe romanesque, somme toute sur l'imaginaire du désastre politique. L'hypothèse est d'autant plus séduisante qu'elle paraît franchement invraisemblable. On imagine mal en effet comment l'univers agonistique, nihiliste que construit l'auteur depuis maintenant 40 ans, pourrait célébrer quelque acte de libération triomphale, fût-ce celle de la littérature. Mais c'est que le romanesque dont il s'agit est justement retors. Il ne s'émancipe pas du schème totalitaire qui hante l'univers fictionnel de l'auteur, au contraire, il le récupère. Et si le verbe gagne en puissance, c'est justement parce qu'il puise sa force au feu d'un absolutisme quasiment tyrannique, incompressible, brutal jusque dans la manière dont le discours intègre la violence des propos qu'il délivre. Reprenant à son compte le parallèle qu'effectuaient Adorno et Horkheimer entre le mythe et l'idéologie politique, nazie en l'occurrence, Volodine fait du discours un lieu d'une violence primitive, destructrice, emplie d'ailleurs d'images de viol et d'assassinats sordides sur fond de sentences magiques. J'ai choisi un exemple, mais on pourrait en fait choisir l'intégralité de cette troisième partie comme exemple. Il s'introduit ici par surprise dans sa fille Amandine, qui se tenait à l'écart et qu'il n'eut aucun mal à pénétrer entièrement et vite, de l'extrémité des cheveux à l'extrémité des orteils, et en un instant il la priva d'autonomie, la momifia intellectuellement et s'empara de ses muscles, puis il s'approcha traîtreusement d'Océane, fille d'Odilon, voilà la visée mythique, et la fendit d'un coup de taille, et sur un ton coléreux il déclara « Ainsi, je te punis ». Agressivité des images, des verbes scandés au passé simple, visée performative du langage punitif, tout concourt ici à recréer, par le discours, un univers finalement totalitaire et répressif. On aboutit là alors peut-être à un premier paradoxe. C'est en s'éloignant de la représentation diégétique de l'histoire que le discours en réactive la violence. Or, si la langue participe de cette violence, donc, elle contribue aussi, et c'est là un deuxième paradoxe, à l'essoufflement du roman. Car il y a dans Frères sorcières une véritable saturation romanesque qui finit par entraîner l'effet inverse, celui de sa dissolution. L'incroyable vitesse à laquelle s'enchaînent les événements, le nombre incalculable de personnages, de coups de théâtre, la polarisation excessive des affects entraînée par une phrase sinueuse, interminable, tout cela finit par brouiller la vision d'ensemble et parfois même l'intelligibilité du récit, par étouffer somme toute l'intrigue sous une déflagration verbale, de sorte que la matière du roman, en fin de compte, s'épuise en même temps qu'il s'abîme dans son souffle. Le dégonflement ne vient plus là d'un reflux du souffle, comme chez Sylvie Germain, mais au contraire de sa surexposition, par un principe finalement semblable dans son maximalisme au modèle alphabétique employé par Fleischer. Et c'est d'ailleurs comme dans Almazara, sur une même image du manque que se referme le roman. On y retrouve la figure de l'écrivain, sorcier chaman en l'occurrence, entouré de pénombre et reclus de solitude, qui convoque le roman pour tromper l'ennui d'une éternité douloureuse, et l'image aussi d'une histoire, avec ou sans sa majuscule, qui peine à se clore. Je cite, « Il fut pris d'un ricanement de maître, se laissant aller peut-être au vertige de celui qui administre les éléments et ténébreux flux et reflux. Puis il se domina et recommença, plus humblement, à scander les nombres par lesquels on invoque et on énumère les constellations connues et inconnues. Et il attendit. Il attendit d'abord que montât autour de lui une épaisse obscurité, puis et un vide. Le roman se termine précisément sur ce blanc,
rappel discret peut-être du devenir silence de l'écriture, pour une visée plus nostalgique de la littérature où le romanesque, en brassant les mots, brasse aussi du vide, et où l'exaltation magique de la phrase débouche malgré tout sur le néant, illustrant de manière tristement théâtrale cette injonction qu'on trouve en début de la première partie du roman, faire théâtre ou mourir. Le roman se dissout en pleine apothéose, le rideau tombe et le vide reste. On serait presque tenté de convoquer ici ce terrible aphorisme de Blanchot que je n'ai pas pu empêcher de citer, pour clore le récit à la place de l'auteur. La solitude qui rayonne, vide du ciel mortiféré, désastre. En guise de conclusion, puisque à la place de Volodine, il faut quand même bien conclure, il me semble important de souligner que ces 3 textes, bien carqués autour de la présence, de la rondeur et de l'élan phrastique, portent aussi en eux une dimension éminemment mélancolique. Ils témoignent de la tension qui s'empare des mots, dès lors que ceux-ci sont chargés de compenser une perte déjà survenue et irréparable. Le souffle n'en est alors que plus romanesque, polarisant à l'extrême une écriture vivifiée par le propre anéantissement duquel elle découle, en pratiquant un régime langagier hyperbolique qui dit autant le deuil que l'impossibilité pourtant de se résoudre au silence. Si les romans semblent à première vue prendre le contre-pied des écritures fragmentaires ou s'inscrire contre le refus lyrique d'un Adorno, c'est aussi parce qu'ils en sont les héritiers et qu'ils s'écrivent précisément tout contre ces esthétiques du deuil. Leur maximalisme narratif s'articule ainsi autour du manque, compensant une mélancolie sourde par la verve des mots. Leur roman marcherait ainsi au moins autant dans les pas d'Orphée, le chantre, que dans ceux de Lazare, cette figure spectrale qui, selon Jean Carroll, hante encore les espaces de la littérature post-génocidaire. En alimentant l'énergie romanesque, le souffle des mots vitalise le roman tout en accusant les réminiscences douloureuses d'une langue blessée qui porte encore les lourds stigmates de l'histoire, pour une surexposition du verbe qui vient dire, en creux, la difficulté toujours de trouver les mots. Merci. Merci beaucoup Anne-Sophie pour cette communication qui offre une autre définition du concept même de romanesque dans les littératures contemporaines. Alors j'aurais des questions, mais je préfère me tourner dans un premier temps vers la salle, qui en aura sans doute elle aussi de nombreuses. Bon, merci Anne-Sophie et excusez-moi, à toutes les deux évidemment, parce que je voulais poser, c'est pour ça que j'ai dit Anne-Sophie, parce que je voulais poser une question à Anne-Sophie, parce que je pense qu'il y a un véritable pari dans ta conférence, c'est-à-dire de décloisonner un peu la question du romanesque et de la libérer de ce qui nous a occupé tout ce temps, c'est-à-dire de ramener le romanesque à des questions de la macrostructure, c'est-à-dire l'histoire qui est racontée, les personnages, les chronotopes, les thèmes, etc. Et je trouvais ça assez audacieux de poser cette question du romanesque de la langue. Et cependant, je me suis demandé, c'était très convaincant, mais s'il n'y avait pas, au cours de ta conférence, une espèce de métonymie qui s'est mise en place, parce que après, moi, je me serais attendu, surtout quand tu parles des fonctions, c'est-à-dire la consolation, la compensation, etc. Dissolution, non, ça va pas tellement, ça cadre pas tellement, mais ça, ce sont les fonctions classiques du romanesque. Et on se serait attendu à une analyse du langage, disons, stéréotypé, sentimental, mélancolique, etc. Or, ce qui frappe quand on t'écoute, c'est surtout une analyse de la réflexion que le roman fait lui-même sur son langage poétique. Et je me demande s'il n'y a pas une disparition, une perte de vue un peu de cette analyse qui aurait été vraiment très audacieuse, de cette tentative d'analyser le langage romanesque du roman lui-même, le média qui transporte cette histoire. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre, mais je pense qu'il
il y a une espèce de métonymie qui a déplacé le questionnement initial. Alors oui, merci. Je rebondis sur ta première remarque tout d'abord, celle du pari audacieux, j'en conviens tout à fait. Je ne sais pas s'il est réussi du coup, mais c'est un questionnement qui m'intéresse beaucoup. Celle du décentrement du romanesque, on a eu l'occasion d'en parler un petit peu hier, notamment dans la communication sur Alain Fleischer. Alors, il faudrait déjà rappeler quand même que les 3 romans dont j'ai parlé sont des romans romanesques qui fonctionnent à plein dans un romanesque macrostructurel aussi, et que l'analyse que j'ai faite du romanesque des mots ou d'un romanesque du langage irait finalement dans le sens d'un outil sur lequel s'appuieraient les romans pour innerver le romanesque qu'ils déploient de toute manière. Donc la langue fonctionnerait ici, là, à mon sens en tout cas, pas comme une béquille, mais comme un autre champ d'action dans lequel le romanesque se déploierait pour rejoindre finalement la visée romanesque de ces romans. Beaucoup de romans et de romanesques dans la même phrase. C'est la langue du roman romanesque, mais c'est pas une langue... Oui, j'en conviens. Oui, c'est ça, justement, c'est ce que tu viens de dire, ça souligne mon hypothèse qu'il y avait une espèce de métonymie qui s'est mise en place, parce que tu parles du langage qui transporte cette macrostructure romanesque, hein, chez Fleischer, etc. Moi, j'avais pensé qu'il y aurait davantage sur la possibilité ou la conception, l'idée, la condition de possibilité d'un langage romanesque à lui tout seul. Voilà. Écoute, j'essaierai la prochaine fois de me pencher sur des romans qui ne seraient pas romanesques, où le langage serait romanesque à lui seul. Oui, bien sûr, oui, bien sûr. Mais l'objectif de ma communication me semble un peu différent de celle que tu aurais peut-être aimé que je fasse, j'en suis navrée. J'en referai une. Ce qui me paraît être une piste tout à fait intéressante, mais qui n'est pas tout à fait la piste que moi je voulais explorer, en l'occurrence ici. Mais bon, on aura certainement les mots du romanesque ou le romanesque des mots. Oui. Est-ce qu'on peut faire une pause avec un autre qui ne soit pas son directeur de thèse avant de repasser à Dominique Viard? C'est une remarque plus qu'une question, à partir de ce que vous avez dit, Marion, sur un motif que je crois très important personnellement, et je ne sais pas s'il est souvent invoqué, sur la question du romanesque. Je ne sais pas, bien des définitions peuvent exister, mais vous avez parlé d'ambivalence. Et je pense personnellement que le romanesque est à la fois ce qui naît de l'ambivalence et ce qui porte vers une forme de résolution particulière, cette ambivalence. C'est-à-dire que je crois que la machine du romanesque n'est pas forcément la machine du roman, mais que une des visées du romanesque, à la fois dans sa production, dans sa source, comme dans son effet recherché, c'est la manière d'articuler un rapport d'ambivalence extrêmement fort, donc peur, désir, ou répulsion, attraction, désir d'une autre vie, désir de la même vie, etc. Et de porter cette espèce de machine dans une construction imaginaire. Donc en tout cas, c'est ça que j'ai retenu d'un moment de votre exposé que j'ai trouvé tout à fait intéressant, où la question du réalisme magique est une manière, d'une certaine façon, d'accepter cette façon d'avoir cette machine purement romanesque pour hisser quelque chose, mais qui est fondamentalement de l'ordre de l'ambivalence au sens freudien. Voilà, je voulais savoir si vous souscrivez à cette reformulation extrêmement alambiquée de ce que vous avez dit. Je souscris à ça, et je pense que de toute façon, c'est aussi pour cette raison-là que j'ai un peu insisté sur cet aspect du réalisme magique et cet émerveillement, c'est qu'on a tendance à considérer que l'émerveillement est utilisé de manière positive, comme quelque chose de saisissant, qui ravit absolument le lecteur dans une sorte d'exotisme qu'on donne au roman de la Caraïbe. Et justement, ce qui m'intéresse, c'est que
voilà, il y a quelque chose de beaucoup plus complexe qui se passe et qui rend en fait le texte d'autant plus romanesque à mon avis. Ou pour le dire d'un vieux mot, c'est ramener de l'économie libidinale. Oui. Non, mais quand même, dans la machine romanesque. Sinon, ça ne marche pas. Oui, monsieur. Ni pour l'écrivain, ni pour le lecteur. Je suis assez d'accord avec ça. Non, mais en fait, je voulais m'inscrire dans la conversation entre Jochen et Anne-Sophie en pensant qu'effectivement, il y a un romanesque démo sur des matériaux qui ne sont pas romanesques a priori. J'en dirai un mot demain en fin de ma communication, donc je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais on peut prendre aussi l'exemple de Pierre Michon, par exemple. Lorsque Pierre Michon parle du trajet de Goya, il a une manière de le dire. Alors ce trajet n'est pas a priori romanesque, plus que n'importe quel autre itinéraire d'artiste, mais il a une manière de le dire, il a un traitement du langage qu'on peut dire sublime à certains égards, qui rend la chose romanesque elle-même. Et donc effectivement, je pense que ça serait peut-être une autre communication, mais ce romanesque des mots existe. Ce que Anne-Sophie fait effectivement, c'est de le voir fonctionner sur des textes qui s'approprient, s'articulent à des questions d'ordre thématique ou historique qui jusque-là étaient plutôt traitées par des écritures blanches ou par des écritures aussi neutres que possible. C'est ce en quoi sa communication effectivement était efficace, me semble-t-il. Good cop, bad cop. Oui, j'avais également juste un tout petit complément d'information à demander, deux observations surtout relatives à ce que tu as dit de Volodine pour finir. Mais tout d'abord, à propos du traitement du langage, possédant en quelque sorte une dimension thymique. Avec ça, je ne peux bien sûr qu'être d'accord, mais j'ai mal saisi l'articulation avec le romanesque à ce moment, en me disant tout de même que cette dimension thymique n'était pas l'apanage du romanesque. C'est-à-dire que le traitement des mots, quel qu'il soit, hors de toute dimension romanesque, est susceptible de remplir une fonction thymique similaire. Donc c'est juste une première observation un petit peu déconcertée, mais tu vas dissiper ma perplexité. Et ensuite, alors j'étais très content que ce ne soit pas évidemment une communication monographique sur Volodine, quoi que je pense de cet auteur par ailleurs, mais c'est quand même de lui que je vais te parler un petit peu brièvement. Vu l'architecture de Frères Sorcières, hein, en 3 parties, ce qui m'aurait aussi paru intéressant à titre de complément, après tout tu n'as que 20 minutes comme nous tous, c'était peut-être de voir comment ton objet d'étude est décliné partie après partie, parce que je crois que c'est tout à fait symptomatique dans ce roman. La première avec un usage plutôt traditionnel du langage, la deuxième, où rôde le spectre de Maria Soudaïeva, et la troisième que tu as fort bien analysée. Donc voilà. Merci. Alors, je commence par la deuxième remarque. J'avais même envie de faire pire et d'analyser l'évolution de l'œuvre volodinienne, mais évidemment, en 20 minutes, je pense que j'aurais fait ça de manière fragmentaire pour le coup et lacunaire. J'y ai renoncé, mais le dernier roman, Frères Sorcières, me paraît vraiment intéressant en ce que, donc il y a cette dernière partie, effectivement, qui est très emballée, exaltée, et il y a cette deuxième partie qui fonctionne par citation, par cri un peu, par vocifération justement, et qui rejoint une veine de l'œuvre qui, j'en ai parlé très rapidement, type port intérieur, type discours fragmenté avec ces phrases qui ne se terminent pas. On a ça aussi chez Lutz Passmann, qui, elle, va vraiment du côté d'un langage qui se rétrécit, qui cherche à se contracter, et qui manifeste là aussi une forme de violence, une violence qu'on a d'ailleurs dans d'autres types discursifs. Je pense à l'interrogatoire qui justement fonctionne à plein dans la première partie du roman. On a à nouveau ce schème de l'interrogatoire qui fonctionne bien chez Volodine. Donc effectivement, l'analyse du livre entier permettrait à lui seul de voir les mouvements de dégonflement, enfin de dégonflement ce ne serait pas le terme, de rétrécissement forcé du langage et de son exaltation, de son amplitude, de son embrasement finalement. La première remarque, oui, qui portait sur les vecteurs thymiques, tout à fait d'accord effectivement sur cette idée-là que ce n'est pas la particularité du romanesque nécessairement.
Ce qui m'intéressait en fait, c'était ce côté émotif de la langue qui était véhiculé notamment chez Sylvie Germain par le vecteur lyrique, par l'aspect lyrisant, qui appelle finalement, à mon sens, une adhésion du lecteur en tant qu'il pratique un type de roman-poème, on pourrait dire, je sais Maxime que tu as travaillé là-dessus, d'une lyrisation de la langue qui est en elle-même chargée d'émotions et qui appelle aussi l'émotion du lecteur. C'est plus ça qui m'intéressait, mais effectivement, j'en faisais pas là un lien d'exclusivité romanesque.